Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Françoise Nallet. Être connecté à soi, une capacité innée chez Françoise, pourrait-on dire, forgée par 2 expériences de mort imminente. On n'a pas été formaté dès notre enfance à écouter ce monde intérieur comme un vrai chemin de résolution. Françoise partage les facettes de ses 1001 vies, illustrant comment, en s'écoutant, on peut atteindre l'alignement. Il n'y a pas de but en fait à atteindre, il y a juste à être à la fois en pilotage automatique, mais en même temps conscient de ce qu'on est en train de faire et toujours relié à est-ce que cette chose me convient, est-ce que ça m'anime, est-ce que ça correspond à qui je suis de l'intérieur, et là c'est un vrai travail. Apprendre à s'aligner en écoutant sa propre voix, avec Françoise, nous explorons l'importance du silence, ainsi que son sujet de prédilection, la mémoire cellulaire et la prise de conscience des blocages. Le chaos, l'échec ou la chute, même l'accident, tu vois, le corporel, est la manifestation d'un déséquilibre d'énergie entre la vérité du soi, de l'intérieur profond, le chemin de l'âme, et ce que nous vivons dans la matière de notre petit moi là. Naviguer sur le chemin de la vie est une expérience unique pour chacun et Françoise nous guide pour nous reconnecter à ce qui nous est propre. Cet épisode t'inspirera à te reconnecter à qui ? À toi-même. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et un commentaire. Tu ne peux pas imaginer comme ça peut aider ce podcast. Et ça te prend que 10 petites secondes. Oui, vraiment. Et sur l'Instagram Osez by Nico, tu découvriras les vidéos pépites de cette interview. Bonne écoute. Salut Françoise. Salut Nico. Comment tu te sens aujourd'hui pour cette journée parisienne pour toi ? Oui, écoute, très bien. L'idée de venir à Paris, c'est de témoigner, c'est de partager. Donc je te remercie de me recevoir pour cet échange. Oui, parce que comme on disait un peu en off, t'es sinon plus dans la nature. Plus dans la nature de ma région, ouais. Mais aussi quand même beaucoup de mouvements. On va dire que chez moi aujourd'hui, c'est un peu ma valise, quoi. Donc je bouge pas mal et en même temps, j'essaye de semer l'ensemble de ces partages, de diverses expériences de ci, de là. Et puis de temps en temps, je retrouve mon habitat, ma région. Mon Rhône-Alpes, comme on dit, mes montagnes. Pour ceux qui ne te... Alors c'est maintenant, je ne vais pas poser la question comme ça. Imagine, je t'invite à une soirée avec mes amis et ils ne te connaissent pas et je dis, voilà, c'est Françoise. Et donc, ils sont curieux et puis dans la soirée, ils disent, Françoise, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu répondrais ? Si quelqu'un te dit, qu'est-ce que tu fais de ta vie, par exemple ? Ouais. Alors, je dirais d'abord bonjour, je me présente, Françoise Nallet. Je pratique la mémoire cellulaire. Mais je suis aussi une femme normale. Donc j'ai accès à des mondes invisibles, mais en même temps, je suis là pour un partage normal. Et c'est ce que j'essaie de m'appliquer à faire. Sachant que là, tu parles de mondes invisibles, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et tu croyais à ces mondes invisibles quand tu étais plus jeune ? Alors, je n'y avais jamais pensé en tant que tel, mais je savais que ça existait. Tu vois, c'est vraiment l'histoire de la petite fille qui sait qu'il y a plus grand que ce qui est. Ouais. Que derrière tout ce qu'elle voit de la réalité, quand elle est enfant, l'éducation, l'école, etc., ça existe. Ouais. Elle s'adapte comme elle peut, mais elle sait. Tu avais des expériences déjà avec quelque chose de plus grand. Ah, tu avais conscience en tout cas de ça. Tu te sentais différente des enfants Ouais, toujours. Je me suis toujours sentie un peu électron libre. D'ailleurs, c'est toujours un peu le nom qu'on m'a attribué, d'être un peu électron libre. J'avais pas une volonté de l'être, ou en tout cas une volonté de m'opposer ou d'être contre quelque chose ou le système, mais j'avais la sensation que je faisais partie de quelque chose, mais en même temps j'appartenais à autre chose. Tu vois ? Ouais, un peu comme une double personnalité quelque part. Voilà, une double conscience des choses, une double conscience de la réalité, et que je pouvais me balader d'un monde à l'autre. Et en grandissant, t'as été explorer justement cette partie de toi qui voyait plus grand, ou t'étais un peu conformée dans une vie plus classique ? Alors j'étais obligée de me conformer à une vie plus classique, du fait de l'école, des obligations, etc. Mais en même temps, j'avais comme cette source qui m'appelait pour me connecter à mon intérieur. Et là, j'étais bien parce que je me permettais de rêver. Tu vois, comme si on se donne un rendez-vous avec soi et qu'on se dit « Waouh, qu'est-ce que j'aimerais faire ? Qu'est-ce qui me rend heureuse ? Qu'est-ce qui me stimule ?» Et j'avais compris très tôt que finalement, cet espace-là, il n'était pas à l'extérieur de moi, mais qu'il était à l'intérieur. Donc c'était déjà une dimension spirituelle, mais sans le savoir, puisque, encore une fois, je viens d'un processus totalement athée, donc je n'avais pas de perception, ni des mondes invisibles, ni d'une religiosité, mais j'avais compris que quand je me mettais à l'intérieur de moi pour rêver, j'étais bien.
Voilà. Et que ce que je sentais comme étant possible, eh bien, il se trouve que ça se réalisait. Voilà. Si j'avais envie, je ne sais pas, à l'époque, de faire du ski, par exemple, et de gagner, ou au contraire de m'amuser, puisque ce jour-là, je n'avais pas décidé de gagner, mais j'avais décidé plutôt de m'amuser, de faire la fête, j'étais en disposition de le faire. Donc j'avais compris que mon état intérieur conditionnait ma réalité. Ça, j'ai compris très tôt. C'est, en fait, c'est une sorte de visualisation, quelque part. C'est ça. En fait, j'ai de reconnexion à soi. J'ai toujours été une grande rêveuse, en fait. Ouais. J'ai toujours rêvé avec beaucoup d'innocence. Et en même temps, j'ai vu combien ce rêve avait du sens et combien le fait de rêver à quelque chose qui m'animait vraiment pouvait véritablement se réaliser. Et donc, l'apprentissage du monde intérieur a été comme une normalité, en fait. Est-ce qu'il ne faut pas revenir à soi quand on est dans des moments peut-être d'errance? Je te dis ça parce qu'il y a pas longtemps, je faisais un tirage de cartes avec mon meilleur ami. Et un peu par le chaos par lequel je traverse actuellement, toutes les cartes qui retombaient, c'était la reconnexion à soi. Et c'est vrai qu'il y a plein de cartes qui pourraient pu dire autre chose. Et c'était vraiment retour à soi. Et il m'a dit, mais tu te rends compte que c'est quand même là où tu vas trouver les réponses aujourd'hui? En fait, oui, adulte, le monde d'aujourd'hui nous dit c'est à l'intérieur de soi qu'il faut aller, etc. Comme si c'était tellement pénible d'aller retourner à soi, parce que notre conscience, elle a évidemment été habituée à être à l'extérieur de soi, donc dans l'action, dans la réalisation, dans le être, mais de l'extérieur. Et finalement, on est en train de nous apprendre, ça a l'air presque même être lors de supplice, à dire il faut retourner à l'intérieur pour aller chercher ce qui se passe, tu vois, de vrai. Alors qu'en fait, moi, cette première NDE que j'ai eue à 12 ans m'a quelque part permis d'accéder à ça avec naturel. Quand tu dis NDE, tu veux dire EMI, donc EMI, expérience de mort imminente. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que cette sensation-là du principe originel, c'est-à-dire mon intérieur, finalement, je l'ai vécu expérimentalement par cette première sortie de corps. Et enfin, ça m'a donné toujours le souvenir de cette sortie de corps, comme étant que c'est là que tout se tient, quoi. Tu vois ? C'était lors d'un accident ? Non, c'était lors d'une piqûre de la dingue. Mais oui, en Guadeloupe. En Guadeloupe. Ouais. Où j'ai eu cette fièvre très intense qui m'a amenée de l'autre côté. Et en même temps, cette sensation d'avoir touché ça, quoi. Alors, quand tu as 12 ans, tu ne mets pas de mots. Il n'y a pas il y a juste une notion, une sensation. Et en fait, dans la vie de tous les jours, 12 ans, 13 ans, 14 ans, puis ma vie d'ado, etc., j'ai toujours senti que je pouvais me balader à l'extérieur de moi, c'est-à-dire dans le monde qui est le nôtre, mais que j'avais la faculté de revenir à l'intérieur, en me rapprochant de cet état de grâce, que je ressens parfois, même quand je suis, par exemple, au volant de ma voiture, où je ressens cette sensation de plein, de plein et d'unité, que évidemment la vie de tous les jours nous fait perdre dans nos sensations, simplement parce que nos ondes cérébrales sont connectées à l'urgence, à la réalisation, et à cette matière qui évidemment est très, très forte et très obsédante, mais que cet espace-là qui est en nous, finalement, il faut qu'on réapprenne à l'utiliser. Non pas pour simplement s'échapper de la réalité, mais simplement pour dire, bon allez, qu'est-ce qui se passe en nous, qu'est-ce qui ne va pas, ces fameuses mémoires, mais aussi pas que. Quelle est cette force que j'ai ? Je récupère mon capital intérieur pour en faire quelque chose. Et puis avec ça, évidemment, vivre à l'extérieur. Tu as évolué, toi, par la suite, dans quelque chose d'assez classique. Avant, qu'est-ce que tu as fait comme boulot avant d'avoir des changements de vie, finalement ? Là, j'en ai fait plusieurs. En fait, j'ai l'impression que ma vie, c'est 10 vies, quoi. J'ai fait mes études. Très tôt, je me suis mis à mon compte. Ouais. Je crois que j'avais à l'époque, je sais pas, une vingtaine d'années. Dans quel domaine ? Dans le commerce, quoi. Je faisais du business, on va dire. Voilà, j'étais dans l'action. À l'époque, tout simplement, mes parents m'avaient offert un attaché-caisse, tu vois, très, très féminin, avec le petit miroir, le petit rouge à lèvres à l'intérieur. J'ai trouvé ça très, très beau. Je crois que c'était pour mon doc de lettres, je me souviens plus. Et en même temps, je travaillais l'été pour gagner un peu de sous et tout, parce que je viens quand même d'une famille très modeste. Et en même temps, le travail a été l'essence. Et travailler, c'était une force. Ouais. Et moi, ça m'a donné beaucoup de force, mais aussi en même temps le courage, enfin des vertus très positives. Et quand j'ai reçu ce cadeau, en fait, il y a un truc qui m'a interpellée au-delà du geste. C'est dit, putain, ça vient d'où ce truc ? Ça me plaît, j'ai envie de faire ça. Et en fait, je me souviens, j'ai décousu la doublure pour aller voir la provenance, tu vois, d'où ça venait. Et j'ai vu que c'était fabriqué en Tunisie à l'époque. Et donc là, il y a un rêve qui s'est mis en place. Je veux faire ça.
Voilà. C'est-à-dire que j'ai animé, à partir de cet événement, j'ai animé en moi cette envie d'importer ça. Alors, j'étais pas du tout enfin, mes parents n'étaient pas des commerçants, j'étais pas imbibée d'une culture commerciale, voire même, c'était presque une aversion totale, tu vois. Voilà, les commerçants sont pas des gens bien, tu vois, pas vertueux, etc. C'était plutôt dans cette culture-là que j'ai baigné. Et là, je sais pas, il y a un rêve de création qui s'est mis en place. Je vais faire ça. Et alors là, bille en tête, voilà, j'ai fabriqué mon idéal, mon rêve, et puis j'ai cherché. Voilà, parce que moi, je suis une fouineuse, je ne lâche pas l'affaire. Et donc, j'ai mis en place ce rêve. Je suis partie en Tunisie avec 3 sous que m'avait prêté ma grand-mère à l'époque. Et j'ai fait ce voyage pour aller à la rencontre de potentiels, du coup, de fabricants qui pourraient me fabriquer ce genre de truc, avec lequel je pourrais collaborer. Enfin, tu vois, le truc complètement loufoque. Loufoque, mais qui vient d'un rêve. Tu vois, Qui dans vient ce que de tu disais. l'intérieur. Ouais, il y a quelque chose qui a jailli et t'as suivi, et comme tu dis, t'es curieuse, t'as été creusée finalement. Ah, mais pire que ça, c'est-à-dire que je me suis inventé une histoire. C'est-à-dire que je me suis dit, ça y est, j'y suis, quoi. Je vais faire ça, je vais vraiment faire ça. Et là, j'ai joué, mais j'ai joué tout. C'est-à-dire que j'ai poussé les portes, j'étais déjà dans l'évidence que j'étais dedans, que je le faisais déjà, et ça a marché. Donc j'ai rencontré des hommes d'affaires qui étaient à l'époque des professionnels, pour le coup. Et en fait, ils ont une confiance en moi, dans mon discours, dans mon ambition, mon envie d'importer, etc. Alors que j'étais étudiante, en fait. J'étais étudiante et j'étais pas du tout dans le domaine, mais il y a eu une espèce de puissance de conviction, sans savoir, sans connaître et sans maîtriser. Ça, c'est très important. Mais en même temps, le débat était juste, ça sonnait juste, tu vois, parce que ça partait vraiment d'une ambition forte. Et je me voyais déjà être ça, quoi, importer, tu vois, créer un courant d'affaires, etc. Évidemment, j'ai appris très vite. Parce que à l'époque, je venais d'études de lettres, tu vois, donc j'étais pas du tout dans des facultés. Par contre, j'ai appris très très vite, très très vite. Et moi, je suis une gourmande d'apprentissage. Mon cerveau imbibe de la connaissance rapidement, et ça a toujours été. Tu vois, depuis que je suis très jeune, si je veux, ça marche. Si je veux pas, alors là, c'est même pas la peine. Mais si j'ai envie, ça rentre en fait. Et donc rapidement, j'ai très vite compris tous les mécanismes, tu vois, de l'import, de l'export, les coûts, etc. Et en fait, mon cerveau n'avait pas de filtre. C'est-à-dire, je me disais pas, je vais pas y arriver, si je me plante, ou est-ce que je vais y arriver, etc. Non, ça me poussait en fait. Et là, j'ai fait des trucs de dingue. Même maintenant, à mon âge, je me dis, waouh, à 20 ans, partir au fond là-bas, tu vois, sans connaître. Je me suis trimballée des matières premières pour monter de la maroquinerie, et ça a marché. Est-ce que c'était pas de l'audace, tout ça ? Ah, mais c'est de l'audace, mais pire que de l'audace. C'est de l'enthousiasme, c'est de la folie furieuse. Moi, aujourd'hui, j'ai mes filles. Si mes filles faisaient ça, je me dirais, waouh, qu'est-ce qui va se passer ? Mais en fait, ouais, de l'audace. Et puis bon, quelque chose qui a rien à perdre. Tu vois, cette dimension de rien avoir à perdre, je crois que c'est ça aussi l'origine. Et donc, ça a marché. Et là, j'ai monté mon premier business, en fait, de maroquinerie. Et puis, j'y suis allée, quoi. J'y suis allée vraiment. Pendant combien de temps ? Ça a duré 10 ans, 12 ans, je me souviens plus à l'époque, une quinzaine d'années, grosso modo, tu vois. Et j'ai été fournisseur de Air Inter à l'époque, en maroquinerie, je faisais des produits pour les banques, etc. Et je me suis développée comme ça. Mais tu veux, j'ai développé très tôt cette grande foi dans la source de création. Je crois que c'est ça, Et ensuite, j'ai basculé sur le textile, simplement parce que les marchés à l'époque de maroquinerie se cassaient un petit peu la figure. On avait le marché asiatique qui commençait à grignoter un petit peu. Et donc, voilà, les choses ont divergé. À l'époque, j'étais associée avec mon frère. Et on a monté une espèce de branche nouvelle. Et puis, pareil, porté par une espèce de foi indissociable. Tu arrives à comprendre les gens qui manquent de foi dans ce qu'ils font ? En fait, ils n'ont pas compris la réalité de ce qui les anime, en fait. Ah, ouais. Tu vois, c'est-à-dire que ce qui nous anime, ça veut dire qu'on l'a déjà vécu, ça veut dire qu'on a cette faculté. Quand on sent qu'on peut faire, c'est que ça existe. Et ça, c'est très difficile pour nous de l'entendre. Et deuxième parcours, après, j'ai fait du textile, alors que je ne sais même pas coudre un bouton de jean, tu vois. Alors que dans la réalité, je me sentais portée par un savoir. Tu as dit quelque chose d'important, je trouve, tout à l'heure, c'est être avant tout. C'est d'incarner, finalement, qui l'on veut être, avant d'obtenir les autorisations qu'on se donne ou qu'on attend des autres. Finalement, je dois avoir, par exemple, tel diplôme ou dois faire telle chose. Et finalement, d'incarner qui on veut être. Exactement. Ça, c'est très compliqué pour les humains.
La légitimité, de manière occidentale en tout cas, parce qu'il y a des civilisations, c'est un peu moins marqué, mais nous, on a besoin d'être légitimés. Alors, les valeurs diplômantes, évidemment, parce qu'on les apprend très tôt à l'école, mais pas que. C'est-à-dire que si les autres nous légitiment, alors on se donne le droit. Alors que dans l'absolu, moi, je me suis toujours donné les droits de l'intérieur. Par contre, je me donne le droit de l'échec. Ouais. C'est-à-dire que je ne dis pas que parce que je me donne le droit, je vais avoir absolument le succès. Je me donne, si j'ai l'ambition de mon ressenti, alors je me donne le droit de le vivre, à la manière dont ça sera vécu. Ouais. Oui, puisque tu te donnes, en tout cas, le droit de vivre le chemin. Exactement. Et que le résultat, il sera ce qu'il sera. Il sera ce qu'il sera, ouais. Et ça, c'est vraiment toute la différence entre l'attendu de l'extérieur et le faire vivre quelque chose de l'intérieur. Ouais, totalement. À quel moment est arrivé ta deuxième EMI ? Alors, il y a maintenant 25 ans. Donc, tu étais dans le monde du travail. Mon fils. Voilà, donc j'ai fait donc ces affaires pendant un certain nombre d'années. Voilà. Et l'EMI, j'ai accouché de mon fils et j'ai fait ce qu'on appelle un placenta pravia, donc avec un coma et cette sortie de corps qui a été une révélation. J'ai le sentiment que quelque part, j'ai été préparée pendant de nombreuses années. Tu vois, dans la manière dont j'ai vécu, le côté d'être à la fois électron libre, mais en même temps intégré, non intégré, mais intégré, etc. Et pour visiter les deux mondes, en fait, le monde extérieur, le monde intérieur. Et la connexion avec les mondes invisibles, où j'ai vraiment été initiée, m'a totalement fait changer de ma vie. J'ai changé de vie. D'abord, j'ai perdu mes affaires. Concours de circonstances fâcheux, en plein succès. Ouais. Je perds mes affaires. Et là, je perds tout, en fait. Enfin, je perds toute la matière première terrestre de l'extérieur. Tu vois, c'est comme si pendant toutes ces années, on m'avait montré l'intérieur et l'extérieur, l'intérieur et l'extérieur. Et puis maintenant, on va dire, maintenant, ok, maintenant, on t'enlève tout de là pour que tu ailles chercher tout dedans. C'est exactement ce qui s'est passé. Puisque la matière extérieure s'est effondrée, j'ai tout perdu, tu vois, ma maison, enfin voilà. Au même moment de l'EMI ? À peu près, ouais, dans les mêmes... Enfin, si tu veux, tout s'est synchronisé presque, tu vois, dans le temps, quoi. Ouais. Avec le temps. Et quand tu dis que ça t'a permis de comprendre qu'il y avait quelque chose de plus grand, qu'est-ce qui a changé après dans ta manière de ressentir les choses ou d'être ? En fait, tu sais, quand tu fais ce genre de truc, tu n'intellectualises pas. La vie, elle se charge de te couper les ailes, quoi, comme on pourrait dire. Sur le chemin que tu es en train d'emprunter. Ça, c'est pas fait du jour au lendemain. Ouais. Tu vois, c'est pas, il s'est passé ça, puis il y a eu ça. Que ce soit l'EMI, que ce soit la perte de mes affaires, que ce soit mes différentes expériences professionnelles, tout ça m'a amené pas à pas à des ouvertures de conscience simultanées entre les mondes, le monde intérieur et le monde extérieur. Et à chaque fois, c'est comme si on me donnait des cartes, tu vois. On me donnait une carte et on m'en enlevait une. On me donnait une carte et on m'en enlevait une. Et pour m'amener à la justesse, si tu veux, à l'alignement et à ma vraie mission de vie. Mais j'ai adoré le textile, j'ai adoré la maroquinerie, j'ai adoré tout ce que j'ai fait. Mais ça a été à chaque fois des étapes de construction et de déconstruction pour aller extrapoler le meilleur de la conscience et le meilleur alignement. Parce que pour s'aligner, il faut se purifier, ça marche pas sinon. Tu vois. Donc je peux pas dire que j'ai une compréhension intellectuelle. J'ai eu plutôt un ressenti et une capacité à voir les choses évoluer dans la vie. Tu vois, c'est-à-dire que, par exemple, le jugement que je pouvais avoir sur les choses, la vie ou les êtres même, aujourd'hui, il est plus le même. Il peut plus être le même. Parce que le regard sur les choses a changé. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça montre à quel point, en fait, quand on t'écoute, faut pas se dire que ce qui peut paraître dramatique est forcément un drame. C'est un événement. C'est ça. Un événement qui, potentiellement, permettra d'aller expérimenter quelque chose de plus grand, en tout cas une évolution, quelle qu'elle soit. De plus grand ou pas, mais de quelque chose. De quelque chose, oui, effectivement, ouais. Et c'est un peu ça, parce que finalement, t'as à chaque fois fait comme des rebonds, comme des ricochets sur l'eau. Exactement. Tu vois, pour toujours, hop, on teste, on essaye, on rebondit, et puis même si on coule un peu sous l'eau, on va on coule plus que sous l'eau, on coule au fond de la piscine, tu vois. Enfin, dans mon cas, on coule au fond de la piscine. Mais en fait, l'humain, il peine à comprendre ça, que en fait, dans tous les échecs, il y a du positif. Alors c'est vrai qu'on le dit, on a beau le lire, on l'intellectualise, mais entre le dire... Les cadeaux cachés et le vivre... alors pourquoi ? Parce que c'est une charge d'énergie. En fait, le chaos, l'échec ou la chute,
même l'accident, tu vois, le corporel, est la manifestation d'un déséquilibre d'énergie entre la vérité du soi, de l'intérieur profond, le chemin de l'âme, et ce que nous vivons dans la matière, dans notre petit moi, là, terrestre. Et donc, c'est quand il y a une dissonance entre l'intérieur et l'extérieur qu'il y a une rupture de fréquence et une rupture d'énergie. Donc, ça casse. La matière casse pour arranger mieux. Ouais, et cette dimension, elle est très importante parce que du coup, il n'y a pas l'échec en tant que tel, il y a une brutalité entre l'énergie de l'intérieur et la réalité de la matière. C'est ça qu'on doit comprendre. Ouais, On appelle ça échec, mais en fait, non, c'est une rupture d'énergie. À quel moment, du coup, toi, tu mets la main sur tout ce qui est mémoire cellulaire ? À tout moment, en toutes circonstances. Chaque fois qu'on vit dans notre événementiel, tous les jours, on est au cœur de nos mémoires. C'est-à-dire qu'on vit notre réalité exactement comme ce que nous portons. Ça veut dire que l'idée, c'est qu'à partir du moment où le corps il se met en dissonance, déséquilibre, on n'est pas bien, on est froissé, on est malheureux, on est en colère, peu importe, de manière profonde et simultanée, généralement synchronisée ou récurrent sur des sujets, ça veut dire qu'on est au cœur d'une dualité. Cette fameuse confrontation énergétique entre l'âme qui veut quelque chose de autre et de mieux, et la mémoire qui, elle, est une restriction. Il y a donc une compression d'énergie. Ça veut dire que là, il faut l'observer. Et nous, comment on ne sait pas faire ? Parce qu'on ne nous a pas appris. On dit, ça ne va pas, il faut que je me batte, ou ça vient de l'extérieur, etc. Alors qu'en fait, il suffirait d'aller créer cette lecture. Et c'est vraiment, là, moi, mon cheval de bataille, entre guillemets, pourrait dire, mais qu'est-ce qui se dit en toi ? C'est quoi la dualité ? Quelle est cette partie qui est dérangée ? Quelle est cette partie qui bloque à l'intérieur et qui a besoin de lumière pour se dissiper, pour se dissoudre et pour aller éclairer quelque chose, pour s'éclairer finalement. Ouais. C'est ça la mémoire cellulaire. Mais c'est les cellules. Enfin, je ne demande pas de faire un cours de biologie. Non, mais j'en suis pas capable d'ailleurs. Tu dis 100 millions de... Ouais, 100 000 milliards, ça bouge, parce qu'il y en a qui meurent, il y en a qui naissent. Enfin, bon. Donc ça fait partie de nous, on est fait de cellules, et on a... Alors, pour moi, tu vois, j'ai du mal à comprendre exactement, quand tu dis qu'il faut aller regarder une cellule... ou les parts qui vont pas, j'ai du mal à faire le rapprochement entre cellules et... Tu sais, j'ai souvent... qui va pas. Oui, parce que j'ai souvent entendu parler, il faut regarder ses émotions, il faut regarder sa douleur, je sais pas, t'as mal au genou, qu'est-ce que veut dire ta douleur au genou ? Et du coup, là, c'est presque une ouverture nouvelle pour moi de lecture, quelque part, du corps. Alors, c'est comme je disais dans mon livre, si tu veux, la cellule et les cellules sont concomitantes à notre conscience. C'est-à-dire, il n'y a pas la cellule et sa fonction organique, ou en tout cas son fonctionnement chimique et scientifique, il y a la conscience qui s'y trouve. C'est-à-dire que dans les cellules, il y a de la conscience. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une synchronisation entre la manière dont nous pensons, la manière dont nous sommes programmés, et cette énergie qui rentre en interaction avec la matière première qu'est la cellule. En l'occurrence, la membrane, le cytoplasme et le noyau. Il se trouve que les accès auxquels je peux avoir, enfin les accès qu'on me donne, parce que c'est pas moi qui ai accès en tant que tel, c'est-à-dire cette expansion de ma conscience qui permet cette lecture, sans avoir la connaissance scientifique, je le rappelle, permet d'avoir lecture de ce qui se dit dans la membrane, de ce qui se dit dans le cytoplasme, jusqu'à l'ADN. Alors pourquoi ? Simplement parce qu'il y a de l'information. Et qu'il se trouve que grâce aux ondes θ, c'est-à-dire aux ondes spirituelles, qui ne sont pas des ondes tangibles, mais qui sont des mondes, on pourrait dire, du rêve éveillé, de les connexions, etc. Eh bien, cet œil nouveau, on va dire, cet œil qui focalise, a la possibilité de lire ce qui se dit dedans. Et c'est ça la nouvelle conscience. C'est-à-dire que on me donne la possibilité, la faculté, d'avoir lecture des phrases, des mots, des images, qui sont les concours de circonstances chimiques dans la cellule. Ok. Ça veut dire que si on regarde, si par exemple je grossis le champ de vision de la cellule, imaginons, je sais pas, dans un foie, une vésicule, peu importe en fait, parce qu'encore une fois, je le rappelle, je n'ai pas de rapprochement scientifique sur ce que je pratique. Ouais. J'ai une dimension, une ouverture de lecture sur l'organisme, et je découvre de manière simultanée toute la puissance de l'information qu'il se trouve dans l'organisme. Ouais.
tu vois. Et donc, dans cet organisme, eh bien, il y a de l'information. Et cette information, j'y ai accès. Et elle me parle. Il y a une interconnexion. À quel moment tu as découvert ça chez toi ? En fait, j'ai pas découvert, ça s'est imposé en fait. À quel moment ça s'est imposé ? La guidance, au fil des rencontres avec les sujets. Tu vois, moi, quand j'ai démarré la mémoire cellulaire, d'abord, je savais même pas que ça existait ce mot-là. Hein. Déjà, pour commencer, il faut savoir que ce qui est très important, et c'est ça qui moi m'anime dans l'authenticité, la vérité qui est la mienne, parce que moi j'aime les choses qui sont vraies, hein, parce que je suis comme un peu comme Thomas, tu vois, moi il faut que je le vois pour que je le croie. Moi on me fait pas avaler comme ça des choses, tu vois, totalement ubuesques. Mais moi j'ai vécu ça de l'intérieur, quoi. J'ai vécu ça dans mes propres sens. Et puis, ça s'est imposé. Un jour, le hasard du hasard m'a fait rencontrer quelqu'un, tu vois, à une petite soirée. On me dit, tiens, viens prendre un thé à mon cabinet. La personne, à l'époque, faisait des soins, du massage. Je m'assois dans son cabinet, je dis, je suis chez moi. Tu vois, le truc qui s'impose, en fait. À l'époque, j'étais prof universitaire, en fait. J'avais pas de désir d'aider les autres, encore moins de désir de faire un développement personnel ou d'aller, tu vois, plonger au cœur de la conscience. Mais bien loin de moi, cette idée, tu vois. J'étais très bien dans mon job. Donc, c'est vraiment, ça s'est imposé à moi comme une réalité. Je n'ai pas cherché à faire ce métier. Et t'as cherché, du coup, t'as embrassé, en tout cas. J'ai embrassé et j'ai dit, je suis chez moi. Okay. Et voilà. Et à l'époque, je faisais un petit peu de réflexologie, mais tu vois, pour me faire plaisir, comme le tout à chacun, le commun des mortels, ni plus ni moins. Et finalement, et là, la vie m'a poussée. Et comme tu es très curieuse, très déterminée dans ce que tu fais, j'imagine que tu as cherché à... Ah, pas du tout, j'ai rien cherché du tout. Je suis allée boire un café, il y a une amie qui est arrivée, qui s'est assise, qui m'a dit « Ah, salut, tu bois un café avec moi ?» Elle avait je ne sais quoi de douleur. J'ai dit, écoute, viens si tu veux. Je fais un petit peu de réflexo. Si tu veux, on essaye la semaine prochaine. Le mardi, je travaille pas. Tu vois, j'avais pas cours le mardi. Et j'ai profité de ce jour-là pour commencer à pratiquer. Mais comme ça, tu vois, de manière totalement ludique, totalement désintéressée. Et là, j'ai touché son genou à l'époque. Et c'était parti, quoi. Et je voyais je voyais une histoire au travail du genou, de ma main. Et je trouvais ça très rigolo, en fait. Et je ne me suis jamais prise au sérieux. Et j'ai vécu cette transcendance. Ça fait maintenant, voilà, je ne sais plus combien de nombre d'années que je pratique, tu vois. Mais en fait, il y a quelque chose qui est très important, je crois. C'est qu'en fait, quand j'ai fait cette deuxième EMI, j'en ai la certitude, on m'a enlevé ces fameuses ondes bêta, tu vois, qui nous contrôlent le mental, ces choses-là qui nous font réfléchir avant d'agir. Et en fait, je me suis laissée porter, en fait. Porter par la force de la vie. Ça me fait penser à mon meilleur pote qui, à un moment donné, a voulu arrondir ses fins de mois en faisant des massages. Il adorait le corps, il adorait le toucher, le bien-être. Il a toujours été attiré par ça. Et du coup, il avait acheté une table de massage en disant « Oh, je vais arrondir mes fins de mois ». Et au bout du 3 ou 4e massage, il a été très perturbé parce qu'en fait, il ressentait les choses et il y avait des infos qui tombaient. Et lui, ça le dérangeait parce que je lui disais « Mais je comprends pas ce que tu dis ». Il dit « Mais c'est comme une envie de pisser. J'ai une info qui tombe et j'ai envie de le partager ». Sauf qu'au début, les gens venaient se faire masser. Et du coup, comme il m'a dit, il y a une personne qui a très mal pris parce que j'ai commencé à rentrer dans son intimité profonde et que il n'était pas venu pour ça. Oui. Et c'est quelque chose, tu vois, quand t'en parles et quand lui il en parle, je comprends, mais c'est vrai que ça me paraît tellement... En fait, j'ai tellement pas le sentiment, moi, d'avoir ces perceptions comme ça que ça me paraissait... c'est pour ça que c'est intéressant de parler avec toi, pour comprendre... comment c'est venu et comment t'as touché à quelque chose qui... C'est pas donné à tout le monde, en fait, d'avoir cette connexion. Alors, je pense que tout le monde a cette connexion, de manière naturelle. Par contre, on n'a pas tous la même mission de vie. Ouais. Moi, j'ai rien demandé. J'ai pas activé un processus. J'ai pas, j'ai pas fait de démarche spirituelle. Ouais. C'est ça la différence. Donc c'est difficile de dire moi j'ai fait des efforts, j'ai travaillé sur moi ou je ne sais quoi. Alors ça ne veut pas dire que j'ai pas fait d'exploration, mais par contre ça m'a été donné. Donc ça m'a été donné et par contre je me suis sentie être au service de quelque chose à mesure que c'est donné. Mais à aucun moment je n'ai l'âme d'une sauveuse ou je n'ai une volonté d'éclairer, une volonté. Par contre ça se fait naturellement parce que
pour moi, ça fait partie simplement de mon être. Ouais. Mais demain, si on me donne des pinceaux et que je deviens, je sais pas, un illustre peintre, je dirais ok, ou pas, ou que je vais barbouiller sur une toile, je dirais ben c'est fun. En fait, c'est toute la différence en fait. C'est qu'il n'y a pas d'anticipation dans mes actions d'être. Alors, c'est sans filet. Après, je prends des risques aussi. Mais est-ce que c'est... Alors, tu vois, je le vois des deux côtés. Est-ce qu'il faut se mettre des objectifs dans la vie et les atteindre coûte que coûte parce qu'on a décidé qu'on allait faire ça? Ou est-ce qu'il faut accepter finalement des changements potentiellement à 180 degrés parce qu'on prend les opportunités qui viennent de nous ou qui viennent de l'extérieur mais qui nous animent quelque part? Alors, pour moi, c'est l'option 2, c'est sûr. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis là avec toi. Dans un an, j'en sais rien où je serai et ce que sera ma vie. Donc, il n'y a pas de but en fait à atteindre. Il y a juste à être à la fois en pilotage automatique, mais en même temps conscient de ce qu'on est en train de faire et toujours relié à est-ce que cette chose me convient, est-ce que ça m'anime, est-ce que ça correspond à qui je suis de l'intérieur. Et là, c'est un vrai travail. C'est-à-dire, c'est toujours revenir à ce qui m'anime, à ce qui me plaît, à ce qui me densifie, me remplit, qui me fait être et qui me fait poursuivre le chemin avec ces fameuses opportunités, les dispositifs que la matière te renvoie. En fait, si tu es cohérent à l'intérieur, la matière sera cohérente à l'extérieur. Et en fait, moi, je me relais beaucoup à la matière, c'est-à-dire que je regarde beaucoup la vie. Je regarde ce que la vie me montre, comment la vie, dans son signifiant, vient m'éclairer sur à la fois qui je suis, mais aussi me donner le potentiel de compréhension. Est-ce que ça me va? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que je me sens encouragée? Est-ce que ça m'anime? Est-ce que ça m'attriste? Tiens, cette chose-là, est-ce que c'est vraiment moi ou pas du tout? Je pense que c'est là le vrai... pour moi, je pense que c'est là le vrai destin. Toi, quand tu vois quelqu'un, du coup, en consultation, tu vas directement voir où sont les problèmes, tu vas le sentir tout de suite, là où il bloque. Tu parlais tout à l'heure de purification pour finalement réussir à se sentir aligné, il faut alors je sais pas si c'est dit le mot nettoyer. Pourquoi pas? Il n'est pas très poétique, mais non, il est ça pas pourrait poétique, être... ouais. Mais pourquoi pas? Mais en tout cas, enlever quelque chose ou se débarrasser de choses qu'on a en nous. Et ça, toi, tu aides à ça, finalement. C'est ça. En fait, mon travail de déprogrammation, les sujets arrivent avec... je dis toujours, c'est quoi le dossier aujourd'hui? Tu vois, donc le dossier, ça veut dire quelque chose qui peut être récurrent et j'ouvre le plan. Quand je dis j'ouvre le plan, c'est-à-dire je me connecte à la lecture de tout l'organisme, hein, parce que pour moi, l'organisme, c'est un tout. Et à partir de là, je rentre en connexion avec la conscience de tout l'organisme et de toutes les cellules, et évidemment des connexions psychiques. Les plans qui me sont donnés pour la lecture des ondes cérébrales et des mécanismes psychiques sont un plan. Ouais. Et les plans qui me sont donnés pour la lecture des mémoires dans la cellule et dans les membranes de la cellule ou dans les cytoplasmes et noyaux, c'est un autre plan. Mais tout ça concourt quelque part à une lecture globale. Et en fait, l'idée, c'est de plonger dans la problématique, comme on pourrait ouvrir un dossier pour aller chercher les chemins de connexion, c'est-à-dire les chemins de l'information, donc le maintenant, la problématique, et puis de débobiner, comme un petit peu si on avait une pelote de laine et qu'on va la désenrouler pour aller chercher sur le chemin de l'information et de la fréquence, des connexions psychiques qui sont dans l'automatisation de nos cellules, mais aussi de nos fonctionnements. Qu'est-ce qui est écrit dedans ? À mesure que ce chakra 7 et 6, et donc que les ondes θ qu'on me donne, bien sûr, parce que c'est la guidance c'est cette expansion de conscience qui me permet de faire la lecture, eh bien, il y a un abaissement de la fréquence. C'est-à-dire que dès que ça tombe dans notre 3D, tu vois, la phrase, le symptôme, automatiquement, la fréquence tombe. Comme si on coupe une prise. Ok. Parce que c'est un champ d'énergie. Et automatiquement, ça abaisse le taux vibratoire de la mémoire négative. Et là, il y a une augmentation simultanée de l'énergie dite positive, ce qu'on appelle la lumière. Ah oui. L'oxygénation des tissus. Et si bien que, à force de ce travail, à force de ce plongeon, en fait, on déconnecte les systèmes d'information que les cellules ont gardés, que les connexions neuronales ont gardées, avec cette simultanéité entre les cellules qui reçoivent, les cellules qui envoient des signaux, les signaux qui sont envoyés aux neurones, via les neurones qui envoient des signaux aux cellules, et vice-versa. En fait, c'est comme si on rééduque une partie de la conscience
finalement, nous, humains, quand on a conscience, on comprend. On comprend que ça ne fait pas du bien, etc. Mais dans le supramental, dans le loin, 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 il y a de l'information. Et en fait, donc, dans mon travail, je vais dans ce loin, loin, loin pour aller chercher les racines de l'information, qui parfois proviennent des fréquences transgénérationnelles, qui parfois proviennent de l'histoire de l'âme, où on retrouve, c'est ce que je disais hier dans une émission, c'est-à-dire qu'on retrouve par exemple une sensation d'emprisonnement aujourd'hui, et ben on va retrouver cette même sensation d'emprisonnement, imaginons dans le discours des ancêtres, ou dans des perceptions intuitives des ancêtres, ou encore plus loin dans du vécu karmique, où l'œil il a été observateur d'un emprisonnement à l'extérieur, parce que les cellules ne font pas la différence entre le vécu intrinsèque, mais ce qu'elles ont vu, qu'elles ont connecté. Voilà. Et c'est ça mon travail. C'est vraiment de cheminer à l'intérieur de la conscience et d'aller couper les fils de connexion négatifs pour laisser un espace de résolution à l'intérieur. Et là, il y a une capacité qui se fait. C'est comme si on enlève une prise et on est dans un courant neutre. Et là, dans cette neutralité, il y a une expansion de la conscience qui se fait. C'est marrant parce que quand tu parles, on a l'impression de voir presque de la broderie. Tu vois, quelque chose de très méticuleux. C'est un peu ça. Dans ce que tu fais. Est-ce qu'on dit... On dit des fois que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Toi, c'est vrai. Qu'en est-il, du coup, dans ton alignement personnel et dans peut-être cette purification personnelle ? Alors, écoute, on va dire, il y a 2 temps. Il y a un temps où, si j'ai envie, j'ai la lecture, tu vois. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai un dossier ou une problématique à régler ou quelque chose qui m'appelle, je rentre à l'intérieur de mon espace et j'interroge. Donc ça, je le fais avec facilité. Ouais. Et j'ai évidemment les réponses, qui sont des réponses neutres aussi, c'est-à-dire il n'y a pas d'opinion, c'est bien, c'est mal, c'est à moi ensuite de traduire cette volonté de mettre en place ou pas. Et là, nous sommes très libres. Nous sommes libres de voir, nous sommes libres d'accepter, nous sommes libres aussi de contredire. On n'est pas obligé. Voilà, donc ça, c'est un point positif. Et moi, je suis évidemment suggérée en permanence. C'est-à-dire que la guidance ne me laisse pas un espace de non-résolution. C'est-à-dire que je suis sollicitée toujours dans mon alignement parfait. Et si je déconne, entre guillemets, ou en tout cas si je fais un pas de travers au sens émotionnel, au sens intellectuel, au sens spirituel, j'essaye que ce ne soit pas le cas dans la réalité, mais ça peut m'arriver, tu vois, ou aussi de piquer des colères. Enfin, je veux dire, je suis aussi normale et humaine, mais je suis toujours tout de suite ramenée à mon intérieur. Je suis tout de suite ramenée à une prise de conscience de ce qui s'est passé, pour essayer de voir de quoi ça me parle et qu'est-ce qui se dit en moi. Et là, évidemment, je suis dans cette introspection simultanée. Ou peut-être faire un mauvais choix et te rendre compte que c'est peut-être un choix qui est pris par l'ego aussi. Ça t'arrive aussi de faire des choix justement qui ne sont pas alignés forcément sur ce que tu as envie, sur ce que tu veux ? Écoute, j'ai pas le sentiment, très objectivement, j'ai pas le sentiment d'avoir cette problématique d'ego, parce qu'en fait, tu sais, j'ai vécu les échecs. J'ai vécu la mort, j'ai vécu la vie, j'ai vécu la perte de la matière, j'ai vécu le rien. Je continue, même dans mon travail, à avoir à la fois on va dire, de la reconnaissance, de la non-reconnaissance, de la méchanceté, de la médisance, autant que de l'amour. Donc je crois que je traverse la même chose que tout le monde, mais j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose à prouver. Et ce qui m'anime, c'est uniquement ce qui m'anime de l'intérieur. Donc, j'ai pas froid aux yeux, j'ai pas peur non plus d'avoir une vérité. Donc, je ne joue pas, en fait. Je joue pas. Je préfère me prendre une cartouche que d'aller tricher, tu vois. Donc, choix, mauvais choix, je me dis choix. Je me dis choix et puis j'assume les conséquences de mes choix. Et selon toi, pourquoi... Enfin, si tu veux, là, tous les gens... en fait, il se passe par moment... Les gens vont dire c'est pas possible parce que je voudrais vivre ça mais je ne peux pas à cause du travail, je voudrais vivre ça mais je ne peux pas à cause de mes enfants, je voudrais faire un tour du monde par exemple, c'est un rêve mais je ne peux pas à cause de... C'est quelque chose qui les anime. Et pourquoi se trouver tout le temps des excuses pour s'empêcher de vivre ce qu'on a envie de vivre ? Ben, en fait, on n'a pas été formaté dès notre enfance à écouter ce monde intérieur comme un vrai chemin de résolution. Une boussole ? Une boussole. Alors, et pour le coup, les contraintes sociales, éducatives, mais aussi matérielles, nous obligent et nous donnent des contraintes. Et en fait, cette dualité, elle est là aussi pour nous pousser à réveiller nos rêves.
C'est-à-dire que si on prend l'exemple de quelqu'un qui voudrait faire par exemple le tour du monde et qui s'en trouve aujourd'hui empêché, il faut qu'il voit cet empêchement comme étant une piste de lecture, mais qu'en même temps qu'il continue dans cette piste de lecture à aller cultiver l'émanation de ce rêve qui l'anime de faire le tour du monde pour équilibrer. C'est-à-dire, c'est pas dire je veux pas le monde matériel et puis je vais oublier mon rêve, mais se dire tiens, il y a quelque chose qui se dit dans une forme de balance, comme une balance, et je vais donc aller chercher à faire vivre cette réalité, d'abord en moi. Donc cultiver ce rêve, peut-être le préparer psychologiquement, intuitivement, se préparer, quoi. Ouais. Et en même temps que cette préparation se fait, observer ces contraintes de la matière pour essayer d'apporter des éléments de solution à cette matière qui, semble-t-il, est empêchante, de manière totale, peu à peu la dissoudre dans l'exploration des contraintes, tout en même temps en animant cette réalité du rêve de faire le tour du monde, pour qu'à un moment donné, il y ait un vrai équilibrage entre je cultive cette vérité intérieure de faire le tour du monde, et en même temps, je m'engage à résoudre les problématiques avec la matière pour stimuler, continuer et à faire vivre cette réalité du rêve. Pour que, peut-être pas cette année, mais dans 1 an, dans 2 ans, cela devienne vrai. Tu vois ? Donc c'est vraiment une conscience de prise en charge que ces deux mondes existent, l'extérieur, l'intérieur, un peu comme moi j'ai vécu finalement, et d'aller trouver cette source d'équilibre. Il y a ça, mais il y a toujours ça. Donc ça, je vais continuer à le faire vivre. Parce que si je ne le fais pas vivre en moi, je n'ai aucune chance de le faire vivre à l'extérieur de moi. Je vais toujours pécher à cause de ces contraintes. Alors que si je regarde les deux, eh bien je joue, je prends conscience des deux, et je trouve des solutions dans les deux. Pour toujours trouver l'équilibre. C'est ce qu'on appelle l'alignement, en fait. Pour t'écouter, tu fais de la méditation ou des choses comme ça? Ou tu as une forme de méditation, toi, au quotidien? Pour m'écouter ? Ouais. Non, je me jette dans ma couette. C'est-à-dire? Eh bien, je m'enroule dans ma couette et je me donne mon rendez-vous. Ah ouais? Et je rentre à l'intérieur de moi et je trouve ça... Avec une musique, une bougie? Ouais, je peux, mais pas nécessairement. Mais en fait, rentrer en soi, c'est ce que je disais hier à l'émission. En fait, j'étais dans le TGV pour venir à Paris et j'ai fait un petit exercice. Voilà, je me suis rentrée à l'intérieur de moi et j'ai dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a qui va pas aujourd'hui? Ou tiens, qu'est-ce qui va... C'est quoi que tu dois corriger? Et je trouve que ça, c'est une découverte incroyable et qui est pour tous les humains. Sauf que les humains échappent à ça parce qu'ils n'y croient pas. Ils ont l'impression, mais qu'est-ce que c'est que ce truc rentrer à l'intérieur de soi, pour faire quoi? C'est quoi le but? Tu vois? Et en fait, on échappe à une vraie réalité de s'auto-corriger, de s'auto-évaluer, de s'auto-instruire et en même temps de s'auto-éclairer. C'est-à-dire la rencontre avec le moi intérieur, c'est une formidable expansion de l'être. Et moi, en tout cas, c'est le chemin sur lequel j'espère amener ceux qui me suivent, en tout cas ceux qui croient à ce travail. C'est marrant parce qu'en fait, là, en disant ça, je me disais, est-ce que moi j'ai connu ça? Et finalement, je me souviens avoir fait une retraite silencieuse. Et au bout du 3e jour, avoir commencé à avoir des réponses beaucoup plus fluides à des problématiques que j'avais, mais qui semblaient pas du tout venir de mon mental ou de logique, mais qui venaient un peu comme, tu vois bien que c'est comme ça. Ça tombait. Et c'était d'une justesse qui m'avait aidé en tout cas à trouver justement un calme intérieur. Je l'ai revécu en Inde cette année, où pareil, j'ai eu des réponses dans un temple. Alors, moi, il faut que ce soit dans une retraite silencieuse ou dans un temple, ça mais aide, c'est un moment voilà, qui ça aide. me conditionne peut-être à m'écouter, comme si j'avais l'autorisation de m'écouter. Et là, c'est pareil, j'avais eu des réponses sur mon retour d'Inde, sur ce que je vivais, qui ne me plaisaient pas. Et j'étais là, mais pourtant, c'est ce qui me vient. C'est ce qui vient. Ça me plaît pas. C'est pas ce que je veux entendre. Oui. Mais ça paraît juste. C'est ma justesse et je sais que je vais devoir passer par là. Et tout ce qui m'est venu en mai dernier, c'est tout ce qui se déroule actuellement. Bien sûr. Et je trouve ça étonnant. Et je l'ai fait il n'y a pas longtemps, comme quoi ça évolue, il n'y a pas longtemps, il y a 3 jours, en me baladant, en écoutant de la musique. Et je me souviens qu'à un moment donné, j'ai eu un sentiment de bien-être. Et pareil, je me posais des questions et tout d'un coup, j'ai retrouvé ce petit truc de les réponses qui tombent. Ce système. Et oui, si tu veux, le chahut de la matière, de nos ondes cérébrales, en fait, nous mettent dans cette espèce de bouillon de réflexion. Alors que dans le silence, ou en tout cas dans le calme, mais si ce n'est même d'être dans le calme, en fait, les ondes cérébrales, elles s'apaisent. Et ça laisse un espace. Alors c'est vrai que la méditation ou le silence d'un lieu religieux, par exemple, ou de la nature,
nous conforte et nous aide à trouver cet espace, cet endroit parfait. Mais en fait, dans l'absolu, cet endroit, on l'a. Et il suffit si ce n'est de se dire qu'on est dans le silence intérieur, on trouve les réponses. Par contre, la difficulté, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui nous empêche, en fait. Il y a une espèce d'agitateur à l'intérieur qui dit « mais non, va pas à cet endroit », alors que c'est dans cet endroit qu'on se rencontre. Et là, c'est la connexion à notre soi, c'est-à-dire à la vraie puissance d'information. C'est-à-dire, c'est cette notion de nous, l'âme, qui connaît le programme, qui, elle, a les clés. Les clés de l'évolution, bah là, tu déconnes sur ce truc-là, tu vois, ça va pas, ça. Tu vois, regarde comment tu te comportes, là. Ouais. Et en fait, si on écoute ça, bah, automatiquement, on devient solidaire à ça. Mais pour ça, il faut accepter ce temps de résolution, ce néant, dans lequel va se construire la vérité de qui on est. Et cette vérité, bah, elle est justement là pour être éclairée à notre propre conscience humaine, maintenant, et on trouve une modification. Donc, c'est juste une connexion à l'âme, mais ça, c'est un rendez-vous naturel. Pour quelqu'un qui n'a jamais expérimenté ces réponses, comment faire la différence entre une voix pure de son soi intérieur plutôt que la voix de l'ego ? Comment tu dirais la différence entre les deux ? Eh bien, en fait, dans tous les cas, ce sont les voix intérieures. Que la provenance soit les voix de l'ego, que la provenance soit les voix de l'ancêtre, ou que la provenance soit les voix je dirais, du karma. En fait, l'idée, c'est qu'on ne peut pas sectoriser ce qui sort de l'intérieur de nous. C'est du traitement d'information. Dans tous les cas, il faut traiter l'information. Tu vois, par exemple, la fréquence de l'ego, c'est une fréquence très réductrice, qui est liée souvent à l'hémisphère gauche, à des ondes cérébrales qui viennent là nous dire « mais non, c'est pas possible, tu peux pas », ou qui nous condamnent, qui nous sanctionnent. C'est la partie basse de l'humanité. Et cette partie basse, qu'elle soit de l'ego, qu'elle soit du pouvoir, ou qu'elle soit de l'addiction, de toute forme négative, elle est là. Ça veut dire que de toute façon, ça fait partie du logiciel de la conscience et que ça nous est montré. Donc cette démonstration, elle est juste « ah, regarde, il y a ça. Ok, il y a ça. Alors maintenant, qu'est-ce que je veux ? Maintenant que ça m'est montré, qu'est-ce que moi, dans mon là, 2024, dans ce mois qui est là, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Comment est-ce que je peux modifier ça ? Qu'est-ce que je peux apporter pour pouvoir corriger cet aspect de moi qui n'est pas correct ? À condition de considérer qu'on en accepte tant que tel. Toi, aujourd'hui, tu as des peurs ? Je dirais que la vraie peur que j'ai, c'est de quitter ce que j'aime. Ouais. Voilà. De partir et de quitter ce que j'aime. Ça si tu veux, j'ai gardé quand même dans mes cellules cette substance du départ que j'ai eue avec mon fils, comme étant quelque chose de lumineux et autant de douloureux. Tu vois, c'est comme si mes chairs sont encore engrammées de cette peur de perdre que j'ai pu avoir, et en même temps de cet éveil qui m'a emmené dans un ailleurs. Mais la guidance me dit que c'est essentiel que je garde cette substance pour rester en coopération avec le monde terrestre. C'est une espèce de chose qui me colle à la terre encore. Ça a créé une relation particulière avec ton fils ? C'est une relation d'une puissance sans nom. C'est-à-dire ? En fait, ce départ, c'est-à-dire terre astrale et puis astral terre, a animé en moi un sens profond de l'amour, mais profond. Je crois que cette sortie de corps m'a libérée évidemment des chaînes familiales, des chaînes culturelles, des chaînes idéologiques, des limitations, d'une espèce de combat, de yang dont tu parlais tout à l'heure, de quelque chose de... Et m'a donné cette chance de trouver cette lumière pour de toute façon la voir toujours en moi dans tout ce que je fais. Et je crois que même si certains peuvent ne pas la voir parce que ils la voient avec leurs propres yeux, moi je sais que c'est ça qui m'anime. Je suis animée de cet amour et grâce à cette expérience d'amour, de revenir dans mon corps physique pour redevenir cette maman, pour faire mon métier de maman aussi et de réincarner ce plan, a été une source d'amour formidable. Je suis revenue pour quelqu'un, tu vois ? Et ce revenir pour quelqu'un, c'est comme si j'étais revenue aussi pour avoir du sens dans le monde terrestre. Parce que je crois que le vrai sens que j'ai dans cette vie, en fait, c'est l'amour que je sens, que je donne et que, en tout cas, j'essaie de donner le mieux que je peux. T'arrives à t'aimer toi, inconditionnellement ?
Oh, je me corrige beaucoup et ouais, des fois, je me fais pas de cadeaux. Je me fais pas de cadeaux. Je me fais pas toujours des cadeaux, contrairement à ce qu'on croit. C'est-à-dire Parce que j'essaie beaucoup de me corriger, tu vois. J'essaie toujours de me ramener à mon axe. Tu vois, dans les perceptions que je peux avoir, dans mes propres mémoires, parce qu'évidemment, comme tout le monde, hein, j'ai eu des vies. Puis moi, j'ai eu beaucoup de vies d'enfermement, des vies d'esclaves, des vies de souffrance de femmes. Tu vois, j'ai eu beaucoup ça. Et puis les femmes de ma lignée aussi ont très mal vécu leur statut de femme, même si elles ne l'ont jamais dit. Et je suis venue vraiment pour éclairer ce féminin dans cette réalité libre, créative. Tu vois, donc il y a une vraie besogne aussi. Et je sais que mes ancêtres, quand je le fais, quand je le pratique, je vois combien elles sont heureuses de cette démonstration, d'être quelque part une femme libre. Tu sais, là tu parlais de vie antérieure. Je me posais la question, des fois c'est comme si les vies antérieures, ou en tout cas les vies passées, avaient bon dos pour justifier aujourd'hui nos actes, nos blocages. Tu as complètement raison. Toi, qu'est-ce que t'en penses là-dessus ? Est-ce qu'il faut forcément aller chercher là-dessus ? Est-ce qu'à un moment donné, il faut leur donner autant de crédit qu'on leur donne ou pas ? En fait, les vies karmiques et tout ça n'ont de sens que dans notre réalité. C'est nous qui sommes les acteurs, les expérimentateurs, les densificateurs des programmes anciens. C'est-à-dire que si on est correct, si on est valable dans qui on est, si on se corrige automatiquement, il n'y a pas d'expansion karmique. En fait, le karma, bien sûr, ce sont des images, tu vois. Je dis toujours que c'est comme un Rubik's Cube avec plein de facettes. Et en fait, c'est nous qui avons les clés. C'est nous qui jouons avec. Et c'est la manière dont on s'anime tous les jours qui sera la révélation de qui nous sommes. Donc, pour faire simple, plus on est vertueux, meilleur on est, mieux on se corrige et plus on va dans cette quête de lumière et d'alignement, moins on aura des fréquences karmiques qui seront redoutables. En revanche, si on n'est pas vertueux, si on est dans le conflit, si on exacerbe, si on cherche l'aspect négatif de notre conscience, si on plonge dans le bas astral de qui on est, tu vois, dans la partie un peu sombre, automatiquement on va expanser ça. C'est très difficile en fait, parce que quand on est dans le sombre, on croit qu'on est dans la lumière. Et on ne voit pas toujours le discernement entre être sombre et être dans la lumière. Et je crois que la plus grande question de l'humanité, tiens, ça me fait penser que la guidance me montre que ça sera un sujet très intéressant de démontrer et d'essayer d'expliquer aux gens qu'est-ce que ça veut dire être dans l'ombre et qu'est-ce que ça veut dire être dans la lumière, tu vois. Et je crois que c'est ça le vrai théâtre de notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire être dans la lumière pour pouvoir éclairer la vie, soi-même et le monde, et puis on s'en fiche des vies karmiques quelque part. Puisque si je suis lumineux maintenant, eh bien, ils ne viendront pas me déranger. Par contre, il faut que je sois extrêmement observateur de ce qui se passe dans ma vie. Pour la moindre particule d'ombre, aller justement l'observer et la faire grandir à la lumière. Et ça, c'est très important. Et peut-être un chemin qui n'est pas forcément des plus évidents au quotidien. Parce que ça demande de la lucidité. Oui, et du recul, et d'aller explorer son intérieur aussi. Son ombre. Pense. Oui, bah oui, tout. Son ombre. Mais l'ombre, c'est pas la méchanceté, ça peut être la tristesse, ça peut être la non-reconnaissance de soi, ça peut être le manque de foi, ça peut être l'inhibition, enfin bref, c'est des tas de choses. Mais ceux qui écoutent le podcast sont au courant. Moi, je traverse un chaos absolu, je me sépare après 9 ans, j'ai déménagé, j'ai perdu mon chat, enfin, je fais l'expérience du renouveau. Et j'expérimente plein d'émotions que je n'ai jamais voulu voir réellement. La tristesse, la solitude, le fait de ne pas s'aimer, mais du coup de ne pas aimer les autres, d'avoir comme un rejet de tout. Et c'est normal. Tout cela, si tu veux, dans la réalité de la vie, ne sont que des éléments factuels qui viennent chercher dans la dualité, donc c'est-à-dire dans la part d'ombre, donc cette tristesse-là, toutes les fréquences que la conscience a gardées depuis la nuit des temps, d'ici ou d'ailleurs, qui viennent évidemment séquestrer sa lumière. En fait, c'est comme si c'est la vision des limitations qui empêche de voir l'expansion. Mais s'il y a limitation aujourd'hui, c'est parce qu'il y a l'expansion qui appelle. Et ça, c'est hyper optimiste. Parce que quelque part, c'est le vivant. Et la matière va s'arranger à démontrer ces zones d'ombre, mais pour pouvoir aller démontrer aussi les zones de lumière. En fait, l'interaction, c'est quoi ? C'est de ne pas plonger dans ces zones d'ombre comme des états définitifs, mais potentiellement passagers,
qui vont amener une lumière. Et donc là, ça nous demande du courage, de l'ambition, de la volonté. Et c'est là où il faut être le sportif de haut niveau. Ouais. Il faut aller chercher à dominer ces espaces de soi pour dire « Ok, je suis triste. Comment je peux cultiver la joie ? Ok, je me sens seule. Quelle est la partie de moi qui parle de cette solitude ? À quoi est-ce qu'elle se raccroche ? Je me rappelle de quoi ? Ça me fait penser à quoi ? Quelle peur est derrière ? Ah, c'est ça, d'accord, je comprends. Ok, donc si je comprends, alors je vais pouvoir aller maintenant, désormais, voir autrement. Et voir toutes les résistances. Mais les résistances sont les parts d'ombre qui ne sont pas, qui ne sont pas définitives, en fait. Parce qu'on est venu vivre l'expérience de toute façon. Je le vois là que je suis en train de remonter petit à petit. Mais en Inde, j'avais eu l'info que ça allait arriver. La séparation allait être une évidence à mon retour, ce qui a été une évidence alors que ça faisait des années que ce n'était pas une évidence et que je ne voyais pas comment ça pourrait être une évidence. Ce fut une évidence en 2 minutes, on était séparés plié. Et satisfaits tous les deux d'être séparés, donc vraiment une évidence. Et je me souviens que j'avais cette voix qui était claire et qui m'avait dit « Mais tu vas passer par un moment de solitude extrême. » J'étais là, ça va, je suis un indépendant, je sais gérer ma vie, c'est bon, je suis content. Enfin, si on se sépare, ce sera presque un aboutissement. On n'était plus bien ensemble avec mon compagnon, donc c'était sûr que ça allait être bien. Et en fait, pas du tout, cette voix que je ne croyais pas. J'étais là, la solitude, je suis pas quelqu'un de solitaire. Et en fait, bah si, et je passe par là. Par contre, la voix avait aussi eu cette information, cette solitude t'amènera à quelque chose de tellement plus grand et un bonheur que tu n'imagines pas. Oui. Alors tu vois, ce qui est intéressant, c'est que ces voix qui parlent, en tout cas cet espace du soi qui a nommé cet événement qui allait advenir, en fait c'est neutre. Tu vois, ils t'ont pas dit attention, là, ça va être difficile. C'est. Oui. Et en fait, notre difficulté, c'est à accepter ce c'est. Oui. Et ce c'est un élément factuel, c'est-à-dire que ta conscience connaissait déjà le futur. Parce qu'encore une fois, la conscience n'a pas d'espace-temps. C'est pour ça que mémoire karmique, transgénérationnelle sont fusionnées et fusionnelles avec le présent, parce que tout ça, c'est l'état de l'être. Ouais. Donc l'idée, c'est que dans ce présent, cette voix intérieure qui nous parle, elle sait en fait. Nous, on résiste, on renonce, on a peur, on dit mais non, ça va aller. Parce que ça, c'est notre culture, notre habitude, puis c'est notre expérience aussi, puis notre maturité en tant qu'humain. Mais la conscience, elle sait que derrière ce chaos, il y a quelque chose derrière. De toute façon, parce que c'est le chemin, et que le chemin ne peut pas être autrement. Il y a forcément des broussailles pour tout le monde. Celui qui croit ou celle qui croit qu'il y a une abstinence de difficultés sur Terre, ça n'existe pas, c'est totalement chimérique. En revanche, cette voix qui t'a parlé, elle te donnait déjà les éléments du futur pour te préparer à le vivre mieux. Et c'est ça qui est important, c'est que ces voix intérieures, quand elles résonnent, et c'est pour ça que moi, souvent, je vais regarder, écouter pour voir ce que ça dit, en fait. En fait, c'est comme si on était capable de se préparer. Et quelque part, en se préparant à ce qui est dit, ou en observant ce qui est dit, et bien déjà, ça met la pédale moins fort sur la chose. C'était drôle parce que, en fait, une fois que j'avais fait ce temple-là, que je m'étais du coup concentré sur moi et ses voix, j'avais fait un vocal à mon meilleur ami pour lui raconter ce que j'avais vécu. Et j'ai réécouté ce vocal il y a 2 semaines pour vraiment être sûr. J'étais là, c'est peut-être moi, c'est peut-être mon cerveau là qui est en train de déformer. C'est exactement ce que j'ai dit à ce moment-là. C'est exactement comme se déroule mon année. C'est ça. À aucun moment j'aurais pu imaginer passer par ces terrains-là. Donc c'est intéressant ce que tu dis parce que ça montre qu'on peut s'écouter. Tu vois, ça aide en fait. Oui. Ça aide. C'est complémentaire à notre traversée. Et c'est ça qui est important. Ça soutient notre traversée. Donc c'est quelque part très aidant. Ce moi intérieur qui n'a pas de dimension temporelle, il est aidant en fait. Même si on met un peu de temps, même si c'est pas gagné d'avance, mais au moins c'est aidant. Tu vois, cette notion de solitude, elle se dissipe, elle se dissout parce que on sait que quelque part, il y a une espèce de foi ici. Allez, on l'a entendu, on a perçu les choses, donc on n'est pas seul au monde, quoi. Et quelque part, ça nous ramène aussi à qui nous sommes et puis à être reliés. Qu'est-ce que tu as osé de plus grand dans ta vie ? T'as osé, mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand ? Oula, je sais pas si oser. En fait, j'ai l'impression que tout ce que j'ai envie, je l'ose. J'ai l'impression. En
tout cas. Et t'as pas quelque chose qui t'a marqué davantage C'est pas forcément, quand je dis de plus grand, c'est de plus grand pour toi, évidemment. Hein. C'est pas... c'est quelque chose... grand, oui, voilà. Après, il n'y a pas de grandeur dans les actes. Chacun le vit à sa manière. Exactement. Mais tu vois, il y a quelques années, par exemple, j'avais 50 ans. J'ai eu 50 ans il y a quelques années déjà, malheureusement. Ça fait déjà un certain temps. Et ce dimanche-là, je me souviens, la guidance me dit tu vas remonter sur scène. Et quand j'étais môme et ado, j'étais un peu, voilà, j'adorais le théâtre, je faisais du théâtre et je voulais en faire mon métier, tu vois. Mais bon, j'ai pas osé, à l'époque mon père voulait pas, enfin bon, voilà, comme un peu la majorité des ados. Et donc je suis restée avec cette passion du théâtre, de la scène, du spectacle. Et là, la guidance me dit, tu vas remonter sur scène. Mais je vois vraiment le truc, tu vois, les rideaux qui s'ouvrent et tout. Donc je descends prendre mon petit déj et je dis à mon mari, waouh, je vais remonter sur scène, faire un spectacle. Ça va s'appeler Comédie Quantique. Tu vois, évidemment, il me dit, de quoi tu parles là? Mais t'es une grosse malade en fait, tu vas pas monter sur scène, t'es jamais monté sur scène en fait. Je dis, si, j'y suis déjà quoi. Et le rêve il s'est mis en place, tu vois. Donc je suis allée réserver une salle de spectacle le lundi, tu vois, 350 places, donc c'est pas un petit théâtre. Dans ma région, et avec ma petite carte de visite, tu vois, thérapie mémoire cellulaire. Le gars, évidemment, il m'a regardé avec des gros yeux en disant, vous allez faire quoi? J'ai dit, un one-man show. Sur quoi? La comédie quantique, c'est quoi? C'est un truc, des humains, développement personnel, je vais expliquer un peu ce que l'humain... Et puis le gars, il a pas cherché à comprendre, il a dit, ok, réservation, tu vois, le formulaire normal. J'ai réservé la salle, et je suis partie de là avec cette réservation de salle pour le mois d'octobre de l'année suivante. Donc, j'ai pas créé de texte, j'avais pas canalisé, j'avais rien fait, quoi. Waouh! Et j'ai commencé à vivre mon rêve, en fait. De monter sur scène, jouer un one-man show devant... Et puis je me suis dit, waouh, ça va être génial, tu vois. Mais j'avais rien écrit. Ouais. Et là, la canalisation, elle venait pas, tu vois. Puis bon, je suis pas tellement une femme qui angoisse sur le temps, en fait. Je suis toujours en retard un peu, tu vois. Le temps, c'est pas une angoisse pour moi. Et j'ai laissé faire. J'ai laissé mûrir ce truc à l'intérieur de moi, sans avoir de texte, sans communiquer, mais j'avais quand même payé une salle de 350 personnes. Ouais. Tu vois? Et là, donc ça paraît un peu dingo, tu vois? Ouais, totalement. Et au mois de mai, je me dis, waouh, j'allais au cabinet, puis je me dis, waouh, t'as toujours rien canalisé, t'as toujours pas une ligne. Et puis la date approche, quoi. C'était le 10 octobre de l'année. Et là, j'entends Festival d'Avignon. Tu vois, j'entends, ça me traverse. J'appelle mon mari, je lui dis, écoute, faut que je fasse le Festival d'Avignon avant. Évidemment, lui, il me dit, mais t'es complètement barré, enfin, ça va pas le faire, quoi. Si. Et on a jusqu'à 16h pour trouver un théâtre. Et tu vois, j'ouvre mon téléphone et je tape sur Google Festival d'Avignon, salle off, tu sais, les off. Et je ferme mes yeux. Et je screen. Je scrolle comme ça, tu vois. Clac! Et je tombe sur une salle. Le Théâtre des Anges. J'appelle mon mari, je lui dis, t'appelles le Théâtre des Anges. Un petit théâtre, tu vois. Lui, attention, tu as jusqu'à 17h pour appeler. Je sentais, tu vois, je pouvais pas l'expliquer, en fait. Une voix intérieure qui me disait ça. Donc, évidemment... il est très doué pour ça, il arrive à m'obtenir un rendez-vous pour un spectacle. Donc je descends à Avignon après mes soins, et là je rencontre ce fameux directeur de théâtre qui me reçoit, tu vois, avec ses grosses lunettes comme ça, il me reçoit. Je lui balance ma petite carte de visite, thérapie mémoire cellulaire, tu vois, en lui disant voilà, je suis Canal, je reçois des trucs de l'invisible, des textes, des choses comme ça, et je vois du monde, et j'ai envie de mettre en scène l'humain, quoi, dans ce qu'il est, dans ses peurs, dans ses limites, etc. Et vous êtes combien? Je suis toute seule, en fait. Et je me rappellerai toujours, il pose ses lunettes, il me regarde, il me dit, vous savez quoi? Ça fait 20 ans que je cherche quelqu'un comme vous, donc vous allez jouer. Et là, il me dit en même temps qu'il y avait un couple qui s'était séparé, qui jouait les âmes sœurs. Tu vois, ils s'étaient embrouillés, du coup, ils étaient sortis de la programmation. Et il me dit, voilà, je vous donne 2 dates. On était à 10 jours, tu vois, je vous donne 2 dates et vous venez jouer. Est-ce que vous acceptez? Mon mari me dit, tu vas pas accepter quand même, t'as pas écrit une ligne. Et évidemment, j'ai dit oui. J'ai dit oui, j'accepte. Waouh, tu vois, donc je pars de ce théâtre, un petit théâtre de 100 places. Je pars de ce théâtre avec un engagement pour jouer, enfin 2 engagements pour jouer, avec pas une ligne décrite, et avec un spectacle qui m'attend au mois d'octobre, avec 350 personnes, et j'ai pas une ligne.
Je crois que c'est le truc que j'ai... Bah, c'est paraît... le truc incroyable. Oui, mais parce que tu l'as fait. Mais je l'ai fait. Oui. Et donc, je suis rentrée à Grenoble. Et là, j'ai été portée, tu vois. Portée. Donc, je travaillais au cabinet la journée pour honorer mes séances. Et la nuit, je travaillais. J'écrivais. Je connectais. Je mettais en face de mon miroir. Je travaillais les déplacements, etc. Que j'avais appris il y a longtemps, tu vois, quand j'étais jeune, entre guillemets, artiste. Vraiment dans un truc très, très simpliste. Et j'ai monté mon délire. C'est-à-dire que j'ai monté tous mes sketchs sur l'humain, l'amour, le sexe, le pouvoir, l'argent, la belle-mère, la belle famille, tu vois, tout, l'humanité, quoi. Et j'ai fait ce spectacle qui a duré 1h30, que j'ai joué donc au Festival d'Avignon. Donc je suis arrivée au Festival d'Avignon pour jouer, la salle était pleine, et j'étais dans la régie, je me suis regardée dans le miroir, j'ai dit, mais tu sais quoi, t'es complètement à la masse de faire ça. Tu vas aller jouer, mais alors, et si jamais t'as un blanc? Et là, tu vois, j'étais dans ce truc avec les lumières et tout ça, le micro, je me suis dit, non mais attends, mais... Et en même temps, j'ai dit, mais non, mais t'y es là, ça y est, t'es face à ton rêve. Parce qu'on est sur un sketch et pas une présentation. Mais là, c'est un truc de dingue. Et j'ai joué pendant 1h30 ces sketchs que j'ai appris par cœur, tu vois. Des textes qui ont été quand même canalisés. Drôles, spirituels, tu vois. Et j'ai joué ça pendant 1h30. J'ai rejoué la deuxième fois. On devait jouer sur Paris avec le dirigeant du théâtre. Et puis, il a voulu me contrôler, en fait. Il a voulu changer des parties de texte parce que dedans, je parlais un petit peu de spiritualité, tu vois, de choses un peu plus liées aussi à l'aspect biblique, en tout cas l'aspect religieux, et ça l'a dérangé. Donc il a voulu modeler le Nalé, tu vois. Ouais. Sauf que modeler le Nalé, non, il n'y a personne qui modèle Nalé, en fait. Et donc Nalé, elle a dit non, je veux être libre, donc je veux continuer seule. Et du coup, ça a été un super teaser pour me préparer pour octobre. Que tu as fait également. Et j'ai fait octobre et c'était magique, c'est la salle était complète. Et j'ai remis une couche l'année suivante où j'ai rejoué un autre spectacle totalement différent, toujours dans la même direction, qui a été un spectacle spirituel, avec une super méditation à la fin, des textes canalisés, drôle, lumineux, initiatique. Et ça a été un moment magique de ma vie. Magique. Ça m'étonne pas que tu dises que c'était ce que tu as osé de plus grand quelque part, parce que tu as effectivement toujours osé. Ouais. Et ça, c'est aussi avoir du culot quelque part. Ah, c'est plus que du culot. Ma propre famille, mon propre fils, mes enfants, ils étaient en panique totale. Et en plus, j'ai réussi à les emmener avec moi, tu vois, dans cette expérience. Ils m'ont aidé, ils m'ont soutenu. Mon fils a été en back-office, les accessoires, tout ça. Donc, c'était une histoire de famille. Il a fait les maquettes de son. Lui aussi, il était étudiant à l'époque. Je l'ai poussé, tu vois, à s'expérimenter dans cette... et ça a été une histoire de famille, en fait, aussi. Donc, c'était magique. C'était magique. Voilà. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Et ce que je retiens vraiment de notre échange... Nico, et je serai à Paris pour un nouveau spectacle en 2025. C'est pas vrai. Mais j'ai décidé. Tu nous tiendras au courant. Ah bien sûr. J'aimerais te voir, avec grand plaisir, parce que je serais curieux de voir ce que ça donne. Comédie quantique, version Françoise Nalé. On va s'amuser. Tu sais, ce que je retiens vraiment de notre échange, c'est à quel point, si on s'écoute, si on écoute nos rêves, et qu'on ose, finalement, tu as démontré qu'on peut réaliser ces rêves-là. Ouais. Et puis on est presque planté. On est quoi ? On est presque planté aussi, on peut se planter. Oui, exactement. C'est pas grave. Totalement. Mais en tout cas, s'écouter et oser, ce que tu as tout le temps fait. C'est tout. Et puis tu vas, et puis on voit ce que ça donne. On voit ce que ça donne. Donc tous ceux qui nous écoutent, franchement, écoutez-vous et osez. C'est ça. On peut te retrouver dans ton livre... Enfin, dans ton livre, on ne te retrouve pas dedans, mais... Un peu quand même. Oui, parce que tu vois ce que je veux dire. On retrouve mémoire cellulaire et les clés de votre réalité intérieure. Hein. C'est ça, exactement. C'est ce qu'on s'est un peu dit, finalement, durant cette heure. Il y a le lien dans la description pour ceux qui veulent aller plus loin sur les mémoires cellulaires où tu expliques tout le détail. Mm-hmm. Également, ton Instagram qui se trouve dans la description. Françoise Nalé. Hein, oui, c'est ça, il n'y a pas c'est tout attaché, hein, il me semble. Ouais. Et on peut te retrouver sur ton site aussi ? Oui, sur mon site qui n'est pas au top. Bien que j'ai été prof de marketing et de communication, mais je vais essayer de m'améliorer en 2024 sur un outil plus performant, plus agréable, plus accessible. Mais voilà, j'ai mis mon ambition sur la transmission cette année, sur la présence, que j'essaye de faire au mieux que je peux. Et puis pour le reste,
on s'améliore de jour en jour. Ouais, tout à fait. Voilà. Merci à toi en tout cas. À très bientôt en tout cas. À très bientôt Nico. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment que cet échange avec Françoise a pu t'inspirer à écouter la petite voix que tu as au fond de toi et qui te permet d'écouter tes intuitions, d'écouter tout simplement cette forme de vérité pour aller vers ta vie sur mesure, une vie de rêve, une vie d'alignement. Je te le souhaite en tout cas. Sache que tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Je t'assure que c'est pas grand chose, ça te prend mais 10 petites secondes et ça m'aide tellement. Si pour toi le podcast, ce podcast là en tout cas que je peux faire a une importance quelque part et qu'il t'aide à évoluer peut-être dans ta vie, et vraiment n'hésite pas à le faire. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter et je vous en remercie. Et également un petit commentaire sur Apple Podcast, c'est tout à fait possible. Et bien sûr le partager sur les réseaux sociaux, ça c'est génial, ou l'envoyer à un ami, c'est vraiment d'une grande aide pour moi pour continuer à avancer sur ce chemin d'interview. Je te dis à très très bientôt en tout cas et à bientôt. Salut.